Je voulais savoir si vous avez été témoin d'actes de fraternisation entre les groupes pour organiser la survie et si il arrive parfois que les SS soient indulgents sur certaines choses. Vous savez, j'ai pas compris. Désolé. Je voulais savoir si vous avez été témoin d'actes de fraternisation entre les groupes. Entre les détenus. Pour organiser votre survie et s'il est arrivé que les SS soient indulgents sur ça. S'il y avait de lutte entre... Non. D'actes de fraternisation, si vous étiez déploiement. Survie d'entraide. Des groupes d'entraide, bien sûr, il y en avait. Seulement pas de la façon où vous pouvez vous l'imaginer, parce que nous étions tous des juifs, seulement des juifs de toute l'Europe. Alors, pour moi, c'était facile du fait que je parlais le yiddish, et le plus gros des juifs qu'il y avait dans les camps parlaient le yiddish. Mais les juifs hollandais, eux, ne parlaient pas le yiddish. Ils pouvaient que parler donc hollandais entre eux. Ou allemand, ceux qui parlent allemand. Les juifs grecs, ils ne connaissent pas le yiddish non plus. Alors ça fait que des groupes d'entraide qui existaient dans le camp, c'était surtout, malgré qu'ils étaient tous des juifs, mais entre les langues. C'est-à-dire des groupes hollandais entre eux, des grecs entre eux, les hongrois. Parce qu'il y avait toute l'Europe. Je ne sais pas si parmi vous, certains sont allés déjà à Auschwitz. Quand vous rentrez dans le musée aujourd'hui de Auschwitz, vous voyez une grande carte avec au milieu, parce que Auschwitz est au plein centre de l'Europe. Il y a une boule, comme une araignée, vous avez des traits tirés vers toutes les grandes villes d'où sont venus les convois. Mais il y a des centaines de lignes. Ça va vers toutes les grandes villes d'Europe. Donc, ce que vous demandez, ce n'était possible qu'entre ceux qui arrivent à s'entendre. C'est pour créer un groupe d'entraide, surtout dans un camp. C'est peut-être différent en liberté, on peut s'arranger autrement. Dans un camp, il faut déjà pouvoir parler. Se comprendre. Si les SS nous changent souvent, comme je l'ai dit 5 fois, j'ai fait 5 camps en 34 mois, c'est parce qu'ils ne voulaient pas nous laisser trop longtemps dans le même camp. Ça commence par l'entraide et ça finit par la résistance. On commence à se connaître mieux. C'est pourquoi ils nous emmenaient de temps en temps vers un autre camp. Ils nous divisaient pour que d'un coup on arrive dans un camp où on est dans un autre milieu parmi des gens qu'on ne connaît pas. Et ça c'était fait exprès, ça fait partie des chicanes. Avez-vous encore des questions à poser? Ben, j'espère quand même que oui. Bonjour. Bonjour. J'aurais voulu savoir comment s'est passée votre réintégration dans la société à la fin des camps. Après la guerre, ça aussi, vous allez pouvoir lire dans ce livre, comme vous voyez, la libération, je suis habillé en américain. Et je suis à côté d'un camarade avec qui vous avez parlé d'entraide. Nous nous sommes entraidés pendant 1 an et demi dans le camp. Nous avons été ensemble tout le temps. Et lorsque tout était fini, nous avons eu la chance de pouvoir intégrer une compagnie de l'armée américaine, près de Buchenwald, entre Jena et Weimar. Et nous sommes restés avec eux jusqu'à fin août. Je suis donc revenu en France fin août, mais je savais déjà avant, parce que j'ai eu l'occasion de venir en permission, je voulais absolument savoir si mes frères et sœurs sont encore en vie. Mes parents, je les ai perdus, ils ont été déportés 1 semaine après moi. Ils sont morts à Auschwitz dans des conditions comme j'ai raconté au début. Et je suis revenu dans le Midi, donc, lorsque j'ai été démobilisé fin août, revenu à Moissac,
où j'ai laissé mes 2 frères et sœurs qui allaient dans une école juive, une école de ZI, on appelait, c'est une école des éclaireurs israélites de France. Lorsque la direction de cette école s'est rendue compte que les enfants juifs sont menacés de déportation, ils ont caché les enfants. Vous voyez ça, que je parlais de l'antisémitisme en Pologne, qui n'a pas du tout le même caractère comme en France, ça existe aussi, mais en France, le plus gros de la population juive qu'il y avait à cette époque, quand même, a pu être sauvé par des Français d'Angers. C'était totalement différent. Mes 2 frères et sœurs, comme plus de 200 autres élèves de cette école ont été cachés dans le Tarn-et-Garonne. Il y a parmi les fermiers, dans des couvents, dans des hôpitaux. Il y a eu énormément, il y a eu un grand sauvetage des enfants avant tout, mais aussi des adultes ont pu se cacher et ne pas être déportés. Donc quand j'ai appris à Paris, en revenant, que mes frères et sœurs sont à Massac, je me suis dépêché d'y aller. Mes frères et sœurs, à part celui qui était dans la résistance, il était majeur aussi comme moi, mais les autres, ils étaient mineurs encore. Moi, j'avais 23 ans quand je suis revenu. Je suis devenu le tuteur de mes frères et sœurs. À cette époque-là, je ne sais pas, mais je crois qu'on l'enseigne peut-être pas assez. On le sait, la jeunesse ne le sait pas assez. La France a été dévastée. Je crois que je l'ai entendu dire tout à l'heure, vous l'avez évoqué, mais la France a été sinistrée en 1945. Il y avait beaucoup à faire, malgré ça il y avait du chômage. Il y avait manque de logement et le bâtiment ne marchait pas parce que la France a été appauvrie. Ce qui faisait aussi, c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes passés presque inaperçus malgré tout ce que nous avons souffert. Nous nous sommes rendus compte que la France aussi souffre. Donc, à quoi servait étaler notre souffrance? Tout le monde souffrait à l'époque. Donc, pendant quelques années, il y avait même des tickets d'alimentation jusqu'en 1948. Pour acheter du pain et de la viande, il fallait des tickets en France. Et ça a commencé à aller mieux à partir des années 50. Alors je me suis intégré, c'était ça votre question. Au départ, je n'ai pas pu faire le métier que j'ai étudié avant la guerre, c'était l'électronique. Il n'y avait pas de travail dans ce métier. J'ai donc fait toutes sortes de métiers. J'étais garçon de café, j'ai fait des marchés, j'ai fait un peu de tout jusqu'en 1950. Et à partir de 1950, ça commence à aller mieux. J'ai pu faire, depuis, j'ai repris mon métier. Maintenant, je suis à la retraite. Maintenant, je me consacre à ce que je fais là. Et là, je vais vous dire quelque chose sans que vous m'ayez posé la question. Je peux vous dire que si je l'ai fait à mon âge, c'est surtout parce que je pense que c'est un devoir de vous mettre en garde pour que vous ne subissez pas ce que nous avons subi. Car c'est possible. C'est possible, pas seulement dans certains pays totalitaires, mais en France, nous avons une démocratie, mais vous savez, la démocratie, elle peut être fragile. Sachez toujours que Hitler n'a pas fait de coup d'État pour arriver. Hitler est arrivé par des voies, il a été élu, et en France, il y a des fois, ça nous guette aussi. C'est pour que vous soyez vigilants. C'est pour ça que je le fais. Quelqu'un d'autre?
avez passé 34 mois à Auschwitz et je voulais savoir qu'est-ce qui peut réussir à vous motiver, enfin, vu que chaque jour vous vivez et vous passez une journée horrible par les mauvais traitements que vous subissez par les SS, et qu'est-ce qui peut vous donner une lueur d'espoir, parce que pour survivre 34 mois là-bas et pour réussir aussi à survivre aux marches de la mort, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial que vous avez gardé en vous pour vous dire aujourd'hui il faut que je survive à cette journée-là pour quelque chose, qu'est-ce qui a pu vous motiver dans ce moment qui est vraiment plus que difficile en fait? D'abord, ce qui a fait que j'ai pu survivre, ça, je me le demande à moi-même. Parfois, surtout parfois la nuit, quand je ne peux pas dormir, ça me travaille dans la tête. Je n'ai jamais compris pourquoi moi, je n'étais pas ni plus fort ni plus malin que les autres qui sont morts, qui sont restés là-bas. Maintenant, vivre, je le voulais. Et je crois que cet espoir, parce qu'il fallait de l'espoir pour survivre dans ces conditions, c'était cette forte volonté toujours. J'ai vu autour de moi des camarades qui se sont suicidés. C'est arrivé souvent. Et ça, c'est quelque chose qui ne m'a jamais effleuré. Au contraire, étant auxiliaire à l'infirmerie, le soir, quand j'avais tout fini, j'avais quelques copains de français surtout, où je me suis assis au bord de leur lit, on a discuté. Et ceux que je savais qui sont au point à se suicider, à terminer parce qu'ils ne pouvaient plus, ils n'en pouvaient plus, j'ai souvent dissuadé. Je me rappelle une fois, j'avais un camarade qui était beaucoup plus âgé que moi, il avait presque 40 ans. Vous savez, un homme de 40 ans là-bas, c'était un vieillard. Il était à l'infirmerie et je me suis assis à côté de lui souvent le soir, quand j'avais encore un peu le temps de discuter. Il m'a raconté qu'il était très riche. Il était de Roubaix et il avait une usine, je crois, de tricotage, quelque chose comme ça. En tout cas, il m'a dit, la guerre sera finie, tu viendras chez moi, tu verras, on vit bien à Roubaix. Ce sera formidable si tu pouvais venir, si on peut tous les deux retourner là-bas. Et un soir, c'était un soir, je me suis assis à côté de moi et il m'a dit, tu sais, je vais mourir. Je le sens. Et demain matin, parce que le matin, à cette époque, mon travail avec un autre copain jeune, notre travail c'était de sortir les morts de lit qui mouraient la nuit, il y avait une épidémie, et on le mettait sur une charrette qu'on roulait jusqu'au four crématoire qu'il y avait dans le camp même, de Blech-Amer. Il me dit, je vois bien tout le matin, avec Kurt qui s'appelait ses camarades avec qui je sortais les morts. Il dit, avec Kurt, vous sortez les morts. Eh bien, demain matin, vous allez me sortir comme ça. Il m'a emmené là-bas. Et d'un coup, il me dit, mais toi, tu vas survivre. Ah ça, j'étais surpris. Il m'a dit, toi, tu vas survivre, je le sens. Alors ça, j'ai jamais compris en quoi il a senti que j'allais survivre. En tout cas, il m'a dit, tu sais, il y a une chose que je te demande. Quand tu vas rentrer, raconte. Raconte ce que tu as vu ici. Et je crois que ce raconte était quelque chose, d'abord, le fait qu'il me l'a dit avec une telle assurance que j'allais survivre, moi je voulais survivre. Comme je dis, j'ai jamais pensé à me suicider. Pour moi, la vie est quelque chose de formidable. La vie, en dehors, je ne parle pas de là-bas, mais la vie, elle vaut la peine d'être vécue. Donc je voulais revenir à cette vie, je voulais revenir à la liberté. Mais le fait aussi qu'il m'a dit, raconte, il faut vivre pour ça. Et il fallait aussi s'accrocher.
Vous savez, j'ai vu la mort devant mes yeux, pas seulement pendant la marche. Pendant la marche, c'était épouvantable. Mais je l'ai vu aussi souvent à partir de mai 44 jusqu'à octobre 44. L'usine de Blech-à-Mer a été journellement bombardée. Et là, vous savez, avoir la chance. Là, il n'y a que la chance. Là, il n'y a pas de malins. Parce qu'il y avait 100 000 ouvriers, tout compris, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ukrainiens, français, britanniques et juifs. Tous avaient le droit d'aller dans les abris quand il y avait l'alerte. Il n'y a que les juifs qui n'avaient pas le droit. Il y avait des centaines d'abris. Mais devant chaque abri, il y avait un panneau « Für Juden verboten ». Nous n'avions pas le droit d'y aller. Mais il y avait toujours, devant le portail, quelqu'un qui ne laissait pas les juifs rentrer. Nous avions pas seulement les costumes rayés, mais sur ce costume, nous avions l'étoile jaune en plus. Donc, nous, on devait rester là où on faisait. À cette époque, je travaillais dans un hangar, j'en ai parlé tout à l'heure. Il y avait des Français, les Français, les Allemands, tout le monde partait vers les abris. Et moi, je restais dans cet hangar seul. Il y a d'autres qui travaillaient il y avait un sous-sol, mais ils chassaient. Des Juifs qui travaillaient, ils les chassaient du sous-sol. Il fallait qu'ils montent quand il y a le bombardement. Ça faisait que nous étions dans le hangar, tout un groupe de Juifs. Et lorsque ça commence à siffler, les bombes tombent, ça siffle. J'avais déjà vu ça dans des films, dans un cinéma. Mais là, ce n'était pas dans un cinéma. Là, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est quand on entend siffler et on ne sait pas si on ne vit pas les dernières secondes, parce que les bombes finissent par tomber. Une bombe, c'est un gros cigare en acier, et qui, quand ça explose, ce qui fait des dégâts surtout aux humains, ce sont les éclats. Les éclats partent par milliers de morceaux. J'ai vu des camarades coupés en deux par des éclats. J'ai été arrosé du sang par des camarades qui ont été touchés par des éclats. J'ai jamais été blessé. Oui, c'était une chance. Il a fallu beaucoup de chance pour ne jamais avoir été blessé, alors que j'avais toujours peur, si un jour je meurs, ce ne serait pas un éclat. Quand j'ai vu tous les jours, tout le matin, à peu près à la même heure, ils avaient beau lâcher de vapeur, parce qu'ils avaient des machines qui faisaient une vapeur partout, pour que les avions, ceux qui lâchaient les bombes, qui ne puissent pas localiser exactement. Ils avaient certainement de plans où lâcher les bombes. Et là-haut, ils lâchaient aveuglement, ils ne voyaient pas l'usine. Ils savaient qu'il y a une usine là, à tel endroit, mais les bombes tombaient n'importe où. Ceci dit, à partir de juin, il n'y avait aucune production. Ils bombardaient même les ruines. Une autre question?